Bonjour, je suis très heureux donc de participer à cet Institute Forum. Donc je représente l'Association française du GNV et je vais vous parler donc d'un carburant qui, selon le titre d'un article il y a quelque temps, se développe dans l'indifférence générale, mais se développe. Voilà, tout d'abord, premier point que j'aimerais aborder, c'est le développement de la filière industrielle autour de ce carburant GNV. C'est une filière qui s'est développée depuis 2012 de manière extrêmement dynamique, puisque nous recevons une dizaine de nouveaux adhérents chaque année. Voilà, nous avons tout d'abord donc des énergéticiens, c'est la partie haute de la diapositive que vous voyez en ce moment. Nous avons des constructeurs de véhicules, nous avons les équipementiers de l'industrie qui travaillent sur les stations-service gaz et également sur les véhicules. Nous avons des centres de recherche, nous avons des collectivités locales comme la ville de Paris, comme Toulouse Métropole, comme Lille Métropole. Nous avons également des fédérations professionnelles de transporteurs routiers, de marchandises et de voyageurs, donc, qui pour nous sont très importants puisque le carburant que nous mettons à leur service doit répondre vraiment à leurs attentes. Alors les atouts du GNV et du bio-GNV. Donc le GNV, en fait, c'est le gaz naturel que l'on utilise comme carburant. C'est le gaz naturel qui est utilisé donc, pour chauffer les bâtiments ou cuire les aliments ou chauffer l'eau sanitaire. C'est d'abord un carburant qui améliore la qualité de la vie, puisque les véhicules GNV sont classés critère 1 et donc peuvent rentrer dans les zones à faible émission qui se développent de plus en plus dans les métropoles. C'est également un carburant qui permet aux véhicules d'avoir 2 fois moins de bruit que des véhicules diesel. Et puis ce sont des performances environnementales importantes, puisqu'un véhicule au GNV émet 10 à 15% de moins de CO2 qu'un véhicule diesel. Mais surtout, lorsqu'on est dans la partie renouvelable de ce carburant, le biométhane, eh bien là, on atteint des émissions de CO2 qui sont réduites de 80%. Voilà. Et puis le dernier point, qui est un point qui est quand même important pour les professionnels du transport, c'est que c'est une offre de véhicules qui est économiquement et techniquement éprouvée. Alors d'abord, c'est une gamme complète, puisqu'on va du 3,5 tonnes jusqu'aux 44 tonnes, en passant par les autobus, les autocars, les toupies à béton, les bennes ordures ménagères, etc. Ce sont des véhicules aussi qui ont une autonomie équivalente aux véhicules diesel, ce qui est aussi important en termes d'exploitation pour les professionnels. Et puis, ce sont des véhicules qui ont un surcoût à l'achat qui est modéré, puisqu'on est entre 10 et 40% de surcoût par rapport aux véhicules diesel, et qui est compensé en fait par le coût du carburant, qui est de 20 à 30% moins cher que le carburant diesel. On émet 2 fois moins d'oxyde d'azote que le diesel. Donc là aussi, c'est pour les problématiques de qualité de l'air. Donc je l'ai dit tout à l'heure, on a 80% de moins de CO2 par rapport au diesel. Alors en analyse de cycle de vie des véhicules, c'est-à-dire que l'on prend en compte bien évidemment les émissions au pot d'échappement en CO2, mais également les émissions en CO2 pour la production de l'énergie utilisée et pour la production et la destruction des véhicules. Et puis enfin, donc on a au niveau des particules, très peu de particules, quasiment pas, en fait, elles sont quasiment pas émises, puisqu'on est à moins 95% par rapport à la norme actuelle, qui est la norme Euro 6, en vigueur sur les polluants locaux. Alors, le carburant, je disais qu'il se développait dans l'indifférence générale, ce qui est vrai, puisque depuis 2014, en fait, on a une augmentation très rapide du nombre de véhicules en circulation. Alors on regarde sur la partie gauche du diagramme, c'est donc la courbe en vert, et là on voit les véhicules lourds, avec une augmentation qui est de 20% par an en moyenne depuis 2014, puisqu'on arrive aujourd'hui à 13 000 véhicules au GNV en poids lourd, avec un développement extrêmement rapide des camions de transport de marchandises, puisqu'on est à 160% par an en moyenne depuis 2014, et également des autocars, puisque vous voyez, on a doublé en moins d'un an le nombre d'autocars au GNV, puisqu'on en a quasiment 900 aujourd'hui qui roulent en France. Sur la partie médiane du diagramme, en bleu, ce sont les véhicules utilitaires légers et les voitures. Là, ça démarre beaucoup moins vite, puisque l'offre est vraiment très faible sur ces véhicules-là. Et puis le dernier point, ça concerne les stations d'avitaillement des véhicules, puisque c'est très important, une fois qu'on a les véhicules, de pouvoir les approvisionner en carburant. Et là, on voit que le développement des stations est extrêmement important. On est de l'ordre de 80% de stations aujourd'hui
qui concerne le bio-GNV. Et puis, ce développement des stations, en fait, il est de l'ordre de 30% par an depuis 2014. Et cette année, en 2021, on sera à 40% de développement de stations. Nous aurons à la fin d'année 2021 273 points d'avitaillement à disposition pour les professionnels du transport de voyageurs et de marchandises. Et le dernier point que je souhaiterais évoquer, c'est le développement de l'énergie renouvelable, le bio-GNV, donc avec l'incorporation moyenne du bio-GNV dans le GNV, donc dans le gaz naturel. On a aujourd'hui quasiment 17,5% de carburant renouvelable dans le carburant fossile. Donc ça, c'est pour la réalité au jour d'aujourd'hui. Nous avons des leviers de développement importants pour la filière du GNV et bio-GNV en France. Le premier, c'est le développement rapide de notre filière industrielle. Donc là, je l'ai montré tout à l'heure, on se développe beaucoup, on a une dizaine de nouveaux adhérents chaque année. Nous avons également la position favorable des organisations professionnelles du transport qui aujourd'hui utilisent de plus en plus le GNV et le bio-GNV comme un outil de transition énergétique de leur activité. Nous avons également un phénomène récent qui est l'implication croissante des transporteurs, des collectivités locales, des agriculteurs dans la création de nouvelles stations-service, puisqu'il n'y a pas que les énergéticiens aujourd'hui qui développent des stations-service, il y a ces nouveaux acteurs. Les véhicules poids lourds GNV, donc son critère 1, est considéré comme véhicule à faible émission, donc il rentre dans les ZFE, ce qui est aujourd'hui important pour ces transporteurs de pouvoir continuer à exercer leur activité professionnelle. Je l'ai dit aussi tout à l'heure, l'empreinte carbone des véhicules bio-GNV en analyse du cycle de vie est équivalente à l'empreinte carbone des véhicules électriques. Et puis enfin, on a une convergence forte entre les filières biogaz et GNV au service d'une dynamique territoriale. Alors ça nous donne quoi en matière de développement prospectif? La France établit régulièrement une stratégie énergétique qui s'appelle la PPE, la Programmation pluriannuelle de l'énergie. Et la dernière PPE fixe une ambition pour 2028 en nombre de véhicules GNV et en nombre de stations d'approvisionnement, ainsi qu'en développement de la filière biométhane. On voit qu'en 2028, l'objectif de la France est 54 000 poids lourds, donc camions de marchandises et bennes à ordures ménagères, de 7 500 bus et cars GNV, et puis de 110 000 véhicules utilitaires GNV. Alors, ça fait à peu près 10% du parc de poids lourds. Et là, cette fameuse PPE prévoit également qu'en termes de production de biométhane, nous serons en 2028 entre 14 TWh et 22 TWh. Quand on regarde ce qu'il faudrait comme énergie pour alimenter ces 10% de flotte de véhicules lourds, ça correspond à 17 TWh. Donc vous voyez, 17 TWh, on est entre 14 TWh et 22 TWh prévus par la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc nous avons une très bonne confiance dans l'atteinte de cette ambition pour 2028. Alors, quelle vision à long terme pour le GNV, bio-GNV? Ça, c'est très compliqué de savoir quel sera le mix énergétique à ces horizons 2040 et 2050. Donc, nous n'avons pas fait le choix de travailler sur une projection à ces horizons-là, sur le nombre de véhicules qui seront alimentés. Par contre, on a examiné deux scénarios qui correspondent soit à un quart du parc de poids lourds en 2040 ou 2050, peu importe, et à un tiers du parc de poids lourds. Un quart du parc de poids lourds, ça correspondrait à 150 000 véhicules poids lourds, 110 000 utilitaires légers, 1300 points d'avitaillement gaz pour alimenter ces véhicules, et un besoin en énergie gaz naturel, et si on est en 100% biométhane, donc 41 TWh. Si nous prenons le parc de véhicules avec un tiers de véhicules au gaz, ça correspondrait à 220 000 poids lourds, 250 000 véhicules utilitaires, 2000 points d'avitaillement, et là, le besoin d'énergie serait de 60 TWh. Donc, si on veut rouler décarboné pour ce tiers de parc de poids lourds, il nous faudra 60 TWh de biométhane. Alors, bien évidemment, c'est des scénarios qu'il faut examiner avec un certain nombre de points de vue, notamment la capacité de production des véhicules. Il ne suffit pas d'avoir des ambitions fortes en nombre de véhicules, il faut que l'industrie puisse produire ces véhicules-là. Il faut également le calendrier de déploiement du réseau d'avitaillement. Je disais tout à l'heure qu'il nous faudrait, en 2050, pour un tiers du parc de poids lourds, il nous faudrait 2000 points d'avitaillement. Nous sommes aujourd'hui à un peu plus de 200 points d'avitaillement, donc il y a beaucoup de travail.
Est-ce que c'est possible? C'est une question qu'on se pose avec les énergéticiens. Il y a un rythme de conversion du parc de poids lourds. Quand on veut convertir une flotte vers une transition énergétique, il faut absolument savoir à quel rythme les professionnels vont changer leur véhicule. On ne change pas un véhicule uniquement parce qu'il y a un nouveau modèle qui vient de sortir. On change un véhicule quand il est amorti. Et puis, pour nous, il y a un problème aussi qui est très important, c'est de savoir quelle sera la production de biométhane à terme pour pouvoir décarboner complètement la flotte de poids lourds. On voit bien qu'aujourd'hui, si on part sur un tiers du parc de poids lourds, il nous faudra 60 TWh de gaz, d'énergie gaz naturelle. Si on veut la convertir à 100% en biométhane, ça veut dire qu'il nous faudra 60 TWh de biométhane. Est-ce que c'est possible? Ça, c'est des questions que nous posons, parce qu'il est bien clair que la filière GNV-BioGNV, sa finalité, c'est exactement de pouvoir rouler en 100% biométhane pour avoir une activité de transport complètement décarbonée. Voilà, ce sont les questions que nous nous posons. Ce qui est déjà réalisé aujourd'hui, on voit sur la partie jaune de l'écran, c'est ce qui a été fait en 2020. 11 500 poids lourds, 12 700 véhicules utilitaires légers, 173 points d'avitaillement. Je disais qu'on était aujourd'hui, mi-2021, à 200 points d'avitaillement, 2,5 TWh, avec 17% à peu près de biométhane dans ce GNV. On voit bien qu'entre le réalisé, les projections de la programmation pluriannuelle de l'énergie à 2019, avec un dixième du parc de poids lourds, et puis les scénarios, un quart du parc de poids lourds et un tiers du parc de poids lourds, il y a des ambitions extrêmement fortes. Et la vraie question, en fait, qui restera posée, et ça, je ne sais pas trop comment on y répondra, c'est de savoir quel sera le mix énergétique à 2050 pour rouler complètement décarboné entre le gaz naturel, mais qui sera versus renouvelable, le biométhane, l'électrique batterie et l'hydrogène. Ça, c'est une question qui est très difficile, à laquelle il est très difficile de répondre, pardon. Donc c'est pour ça que nous ne nous engageons pas en fait dans des projections. Nous cherchons simplement à savoir, nous, quand est-ce que démarreront ces autres énergies sur le transport lourd, puisque mon propos, c'est vraiment centré aujourd'hui sur le transport lourd, parce que c'est vraiment l'usage le plus pertinent pour le gaz naturel et le biométhane à terme. Il est bien clair que lorsque l'électrique et l'hydrogène auront des véhicules et des réseaux d'avitaillement compatibles avec les contraintes d'exploitation des transporteurs routiers, que ce soit de voyageurs ou de marchandises, eh bien, on verra effectivement à ce moment-là le mix énergétique évoluer. Il est clair qu'aujourd'hui, à ce jour, la transition énergétique dans le transport lourd, de manière économiquement raisonnable et écologiquement correcte, se fait à partir du gaz naturel avec l'incorporation progressive de biométhane. Voilà, c'est pour nous un enjeu très important de pouvoir continuer à développer les véhicules qui fonctionnent essentiellement avec l'énergie aujourd'hui gaz fossile, mais avec cette incorporation progressive du biométhane, que nous jugerons d'ailleurs pour 2028 à hauteur de 70% de biométhane, donc dans le GNV, donc avec une décarbonation qui sera à peu près du même ordre pour tous les véhicules qui, en 2028, donc je rappelle, notre ambition c'est 1/10 du parc, pourront rouler à ce moment-là au biométhane. Voilà, je vous remercie beaucoup de l'attention qui a été accordée au GNV et au BioGNV. Merci.